je vais reprendre là. Donc moi, je voulais vous dire un tout petit mot. On va permuter si tu veux, comme ça, je vais passer de ce côté-là. De nos actions qu'on envisage pour la France et de effectivement ce constat qu'on a posé. Alors, moi, je suis arrivé il y a tout simplement 2 ans dans l'aventure, alors que effectivement moi aussi j'ai été un membre silencieux du CIDOC pendant pas mal d'années, même si je crois que je suis membre de l'ICOM depuis plus de 15 ans maintenant. Donc en fait, voilà, le timing est toujours différent d'un professionnel à l'autre. Je voulais juste vous partager en fait un constat que moi j'ai essayé de faire, puisque mon premier, donc vous l'aurez compris, le CIDOC organise une conférence annuelle, ça change de pays à chaque fois. Il y a 2 ans, c'était à Mexico. Alors ok, Mexico, c'est un peu loin. Il y avait évidemment beaucoup de Californiens, parce que pour eux, c'est plus pratique de venir, et le Getty, qui est un grand pourvoyeur de membres au CIDOC, a aussi beaucoup de moyens, il faut bien le reconnaître. Mais à Mexico, nous étions 2 Français, moi et Marie-Astrid Martin, que je salue si elle regardera cette vidéo peut-être. Marie-Astrid, elle travaille à Londres pour la commission royale à Lula, et nous étions les 2 seuls Français. Et moi, j'étais le seul Français travaillant en France à participer à cette conférence. Donc, Trisseux, que vous avez vu tout à l'heure, m'a alpagué dans un couloir en me disant « Mais, ok, tu viens de Paris, j'ai besoin de te parler, pourquoi es-tu tout seul? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est parti de là l'idée. Alors, il y a de multiples explications, bien sûr, mais même à Amsterdam, qui était la conférence qu'on a fait cette année, Amsterdam, c'est quand même beaucoup moins loin et beaucoup moins cher que Mexico. Et on n'était pas très nombreux non plus. Benoît, qui est dans la salle, je crois, qui est un collègue du musée d'Orsay, était avec moi. On était quelques-uns, mais voilà, on n'était pas très nombreux non plus. Donc, l'idée n'est évidemment de ne forcer personne, tout ça se fait de manière volontaire. On s'est un peu posé la question, finalement, de peut-être aussi que le public français n'a pas tant besoin de ça. Donc on s'est un peu posé des questions. Je voulais vous montrer ça. J'ai mis en haut à droite, c'est un exercice totalement empirique, des logos complètement désordonnés, qui sont une partie des associations, des réseaux. Ces choses ont des statuts toutes différentes, auxquelles moi, à titre personnel, j'ai participé pour me documenter dans le cadre de mon travail. Il y a des choses très différentes. Il y a une association de médiation dans le domaine de l'art contemporain qui s'est intéressée aux questions de documentation des processus artistiques pendant un temps, avec lequel j'avais travaillé quand j'étais à Lafayette Anticipation. Il y a Bibliopath, bien sûr, que presque tous les bibliothécaires qui travaillent dans le secteur patrimonial connaissent, donc c'est une liste de diffusion très riche. Moi, en tant que bibliothécaire dans un musée national, je fais partie du réseau des bibliothèques des musées nationaux. Il y a l'ICOM, bien sûr. Il y a Bibart, qui est un réseau un peu plus récent qui rassemble les bibliothèques traitant d'histoire de l'art ou d'art en général. Et puis, à côté de ça, voici la liste qui est publiée par le ministère de la Culture des réseaux de musées. Je l'ai screenshoté hier soir, donc elle est a priori à jour. Ça fait quand même beaucoup. Et je ne connaissais pas bien cette liste, je ne l'avais pas regardée depuis longtemps, et effectivement c'est intéressant parce qu'elle rassemble des choses qui sont différentes. Il y a des associations professionnelles qui portent spécifiquement sur le monde des musées, d'autres qui sont beaucoup plus larges, comme la DBS, qui travaille globalement sur toutes les questions de documentation spécialisée, et ne serait-ce que les 5 que moi j'ai citées n'y sont pas toutes dans cette liste. Donc, ça veut dire que nous avons énormément, effectivement, de réseaux, de possibilités de nous investir à titre bénévole, parce que la plupart de tout ça suppose un investissement bénévole de beaucoup de ses membres. Donc effectivement, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'en France, il y a évidemment beaucoup de musées et énormément de réseaux et beaucoup de ressources dont on peut disposer. Donc il est vrai, et ça moi j'ai pu le constater au CIDOC, qu'en fonction du pays dans lequel vous exercez, vous n'êtes pas... Alors, on est, évidemment, j'enfonce une porte ouverte parce qu'on n'est pas égaux de toute façon, pour des tas de raisons d'un pays à l'autre, notamment des raisons économiques, des raisons culturelles, etc. Mais du point de vue de la densité des réseaux, évidemment, la densité du réseau des musées français fait que si on veut de la formation en français, on en a déjà beaucoup à l'échelle nationale. C'est sans doute aussi une des raisons, et on est aussi sans doute beaucoup sollicité par des collègues qui sont plus en proximité que des collègues internationaux. Donc ça, c'est un constat effectivement de départ, et il faut savoir aussi que nous avons la grande chance d'avoir un comité national, l'ICOM France, qui est notre comité de rattachement au niveau national, qui fait aussi énormément de choses, qui publie énormément de documents, qui organise beaucoup de journées d'études. Je crois que l'ICOM France doit être un des plus gros comités, si ce n'est pas le plus gros,
Ils sont en plus que le siège international de l'ICOM est à Paris, mais je crois qu'il y a plus de membres de l'ICOM en France qu'il y en a aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire si c'est un comité voilà, qui, au prorata du nombre d'habitants, est quand même un truc énorme. Alors malgré tout, il y a quand même des avantages à s'inscrire dans un réseau dédié à nos métiers de documentation au sein des musées et des institutions qui concernent des collections patrimoniales, que moi je trouve extrêmement enrichissant. Enfin, j'ai un peu la fibre associative à titre également personnel, donc je me suis toujours intéressé aux questions associatives, aux questions de regroupement de personnes qui trouvent des intérêts communs à venir discuter ensemble. Mais je trouve que le fait de le faire à l'échelle internationale est une chance incroyable. On accède par le biais du CIDOC à une culture professionnelle qui est très vaste. On rencontre des gens qui n'ont pas forcément le même prisme qu'est le nôtre. Or, quand on travaille, à titre personnel, j'ai travaillé dans beaucoup de grosses institutions, on finit par avoir un prisme et une sorte de moule un petit peu qui est lié aussi à notre culture institutionnelle. Je trouve ça très enrichissant de se confronter à des collègues qui font techniquement le même métier que soi, mais avec un parcours et une culture extrêmement différentes. Il y a l'enjeu du multilingue aussi qui devient de plus en plus important dans nos métiers, notamment avec le développement de l'informatique et le fait qu'on essaie d'être de plus en plus interopérable. On est du coup nécessairement aussi de plus en plus multilingue, donc le fait de travailler dans un organisme qui valorise la culture multilingue, c'est quand même quelque chose de très précieux. J'ai parlé de culture professionnelle, mais il y a aussi des questions de contexte. On développe des projets en tant que professionnel de la documentation dans des contextes extrêmement différents, avec des moyens extrêmement différents. Et c'est toujours intéressant de participer à un organisme qui essaye, vous avez vu le discours de Trilce au début, de proposer des formulations, des définitions. On travaille en ce moment sur une définition du mot documentation aussi, qui en est à sa deuxième ou sa troisième occurrence et qu'on va essayer de publier bientôt. C'est quelque chose de complexe, d'arriver à définir la documentation à l'échelle internationale, et ça tient compte notamment de contextes qui sont tous très particuliers et qui s'élargissent énormément quand on passe à l'échelle internationale. Même si en France il y a une diversité très importante, ça n'a, de mon point de vue personnel, absolument rien à voir. Évidemment, la typologie des collections, même si les musées, nous sommes ici au musée Guimet, donc c'est un exemple incroyable, mais la variété des typologies de collections qu'on a à traiter s'élargit quand même également énormément quand on passe à l'échelle internationale. On a des musées qui ont des collections gigantesques sur des typologies de collections qu'on a très peu malgré tout dans les musées français. Voilà, puis j'ai pas déjà parlé de la question des moyens, mais je trouve quand même qu'il y a des avantages qui sont vraiment spécifiques aux questions internationales et qui se reflètent particulièrement bien dans le domaine du CIDOC. On a dit qu'il y avait 200 membres français, donc c'est effectivement un nombre très important. Mais vous verrez que si vous participez, et je vous y encourage vraiment à une prochaine réunion, soit d'un groupe de travail, soit, il y en a déjà qui le font d'ailleurs, soit d'une conférence annuelle, c'est encore mieux, on a vraiment une variété de situations représentées et de gens qu'on peut rencontrer en vrai, avec qui on peut discuter, qui sont vraiment très intéressantes. Alors après, il y a aussi des choses qui sont propres au CIDOC, selon moi, et qui sont très enrichissantes et qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les réseaux nationaux que j'ai présentés au début. Alors déjà, bien sûr, il y a la normalisation. Le CIDOC CRM en est un des exemples les plus connus. C'est pas que ça, le CIDOC, mais c'est aussi, bien sûr, des standards, des normes, et c'est particulièrement important dans le CIDOC. Le fait que le CIDOC soit rattaché à l'ICOM, qui lui-même est un peu dans la galaxie de l'UNESCO, de ces grands organismes internationaux, fait qu'il y a un enjeu de fournir des standards validés par un grand comité d'experts à l'échelle internationale qui est quelque chose de très précieux que ne font pas beaucoup d'autres organisations, et ça part de constats qui sont en général vraiment issus du terrain. On parlait d'EODEM, qui est la dernière nouveauté, qui est vraiment quelque chose de très précieux. Ça, c'est quelque chose sur lequel on essaiera aussi, nous, de faire des présentations en français. On en a organisé une